Et bienvenue, bonjour, bonsoir à tous. Bonjour les petits lecteurs. Aujourd'hui, c'est le tout premier live de 2022 sur un livre. Alors j'avais déjà fait un live sur le nouveau format de la chaîne des Voix du Conteur, à savoir Aimer lire autrement. Et là aujourd'hui on va attaquer le premier livre de 2022. Livre qu'on m'avait proposé dans un commentaire d'une vidéo sur YouTube et que moi j'avais de toute façon prévu de lire puisqu'il correspondait également au programme adaptable. Il est également adaptable au programme de 5e à l'école et que j'avais lu moi-même quand j'étais en 5e, à savoir Vendredi ou La vie sauvage. Alors attendez, en plus il faut que je change ce truc là. Voilà, comme ça. Donc Vendredi ou La vie sauvage, moi j'ai cette édition là. Donc Vendredi ou La vie sauvage de Michel Tournier, édition Folio Junior. Donc là c'est l'édition spéciale. Je sais pas pourquoi d'ailleurs c'est l'édition spéciale. Je pense que c'est parce qu'il y a toute la partie à la fin. Voilà, c'est pas grave. Ouais voilà, c'est ça. C'est avec les 32 pages de plus. Là, à la fin, je vais vous en parler très rapidement d'ailleurs. Donc, Vendredi ou La vie sauvage de Michel Tournier. Il faut savoir que c'est une version un peu plus simplifiée, on va dire, un peu plus moins lourde, moins complexe à lire que Vendredi ou Les limbes du Pacifique. Donc c'est la même histoire, c'est de Michel Tournier également, mais Vendredi ou La vie sauvage, donc celui qu'on va lire nous, est une version simplifiée de Vendredi ou Les limbes du Pacifique. Simplifiée parce que voilà, l'histoire est moins lourde, l'écriture est moins complexe, et voilà, et c'est la même histoire. Il faut également savoir que, alors que ce soit Vendredi ou Les limbes du Pacifique ou Vendredi ou La vie sauvage, les deux histoires sont basiquement c'est Robinson Crusoe. Hein. C'est l'histoire de Robinson avec des éléments en plus qu'il n'y avait pas au départ. Donc le crash du bateau, l'aventure, la vie sur l'île, la découverte tout seul, puis cette histoire avec ce personnage qui s'appelle Vendredi. Alors pourquoi l'édition là spéciale, moi je la trouve intéressante. Alors déjà c'est parce qu'on me l'avait fait acheter, donc c'était cette édition là qu'on nous avait fait acheter quand j'étais en 5e. Et elle est super sympa parce que, alors il y a plein de, tout du long du livre il y a des petites illustrations. Alors elles sont simplistes, hein. C'est vraiment, on va pas se plonger de fou au travers des dessins avec l'histoire, mais les dessins sont sympas. Il y a des petites illustrations tout du long du récit. Donc déjà ça apporte une note visuelle qui est quand même pas mal. Et alors à la fin du bouquin, c'est là où cette édition spéciale du coup de chez Folio Junior est intéressante. C'est parce qu'il y a toute une partie en fait où on peut nous-mêmes s'identifier et se plonger dans le récit. Donc en fait, pourriez-vous vivre sur une île déserte? Voilà, par exemple, donc il y a un petit questionnaire qui pose des questions assez basiques sur lesquelles qu'est-ce qu'on ferait en premier? Est-ce que on adapterait notre mode de vie? Est-ce qu'on arriverait à chasser? Des choses comme ça. C'est une petite question qu'on peut répondre simplement pour nous-mêmes et qui nous donne après des petits résultats. Après, il y a de l'aide à l'analyse du livre. Est-ce qu'on a bien lu? Quand ils disent bien lu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a bien lu tout le livre? Est-ce qu'on a réussi à se souvenir de certains détails? Est-ce qu'on a mémorisé les choses? Donc voilà. Donc ça c'est une partie à la fin en fait où on a au fil du texte également où en fait on va avoir l'évolution en fait de l'écriture de Robinson Crusoe jusqu'à l'écriture de Vendredi ou La vie sauvage.
avec les grands voyages, on a les sources, on a qui sont certains personnages qui ont été des personnages historiques, puis tout un tas d'autres petits romans qui sont en fait des aventures en plus. Voilà. Et des petits jeux tout du long de cette partie finale du livre. Voilà, donc sans plus attendre, on va s'attaquer, on en parlera un petit peu plus une fois que le livre sera terminé, à la limite. Je pense qu'on pourra faire s'attarder un petit peu plus longtemps sur cette partie justement à la fin du livre où on a des éléments et des petits jeux en plus qui sont fort intéressants. Alors, donc du coup, Vendredi ou les Limbes du Pacifique, voilà, ça je le supprime de l'écran puisque c'est pas ce livre-là qui nous intéresse, mais bien Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tourneau. Alors, je sais pas exactement, hein, pour les gens qui auront pour une autre édition que celle que je vais lire, je vais donner des numéros de page parce que il n'y a pas de chapitre. Hein, voilà, ça c'est aussi une spécificité de ce livre, c'est que l'écriture du livre fait qu'il n'y a pas de chapitre puisque c'est une écriture plus ou moins faite en journal de bord, donc en tous les cas qui va sembler être un journal de bord puisque des éléments vont être relatés et du temps aura passé en fait entre chaque partie ou pas d'ailleurs, mais on verra ça. Donc je vais donner des numéros de page et pour moi me repérer et pour que vous puissiez suivre. Malheureusement, il faudra que les lectures, il faudra que vous reteniez, si vous n'avez pas la même édition que la mienne, il faudra que vous reteniez la page à laquelle on s'arrête pour que vous puissiez reprendre à la lecture suivante au même endroit. Voilà, c'est tout. Donc on attaque la 4e de couverture. Septembre 1759. Robinson est à bord de la Virginie, faisant route pour le Chili. Une tempête formidable précipite le navire sur des récifs, et Robinson va se retrouver seul survivant du naufrage sur une île déserte. Livré à lui-même, sa solitude va le contraindre à faire preuve d'ingéniosité, de persévérance et de courage, afin de survivre dans ce monde sauvage. Jusqu'au jour où, se croyant abandonné de tous, il rencontre un être humain, pour le moins inattendu. Voilà, donc ça c'était la 4e de couverture, donc on a quand même l'habitude un peu de ce genre de 4e de couverture qui sont accrocheurs et qui semblent en même temps, voilà, on a dans la 4e de couverture, on a déjà un schéma. On a déjà un schéma narratif, on a déjà une mise en situation, on a un élément perturbateur, on a les péripéties et on a un élément, on va dire un élément nouveau en fait qui relancer en fait la narration de l'histoire. Et à la fin, puisque du coup là c'est que la 4e de cours, on n'a évidemment pas l'élément de résolution. D'ailleurs, pour les gens qui connaissent l'histoire de Robinson, on va pas spoiler la fin du livre évidemment, ce serait un petit peu dommage. Je vais juste prendre 30 secondes pour modifier un petit paramètre de mes réglages et on attaque du coup la lecture. Je vous laisse juste profiter un petit peu de la musique.
Ok, alors nous voilà de retour. Enfin, nous voilà. Je dis nous, mais me voilà de retour. Me voilà de retour sur donc Vendredi de la vie sauvage. J'ai fait mes petits paramétrages de la chaîne. J'en ai pour. On va faire une petite lecture aujourd'hui. Ça va pas être très très long puisque justement il faut moi aussi que je me remette dedans. Donc, alors, on attaque du coup donc ma version, mon édition. J'attaque du coup à la page numéro 9. Si je me trompe pas. Ah, attendez. Voilà, j'ai plein de trucs sur le bureau, c'est un peu n'importe quoi. On est donc là, on n'est pas trop mal. Alors, c'est parti. Page numéro 9. À la fin de l'après-midi du 29 septembre 1759, le ciel noircit tout à coup dans la région de l'archipel de Juan Fernandez, à 600 km environ au large des côtes du Chili. L'équipage de la Virginie se rassembla sur le pont pour voir les petites flammes qui s'allumaient à l'extrémité des mâts et des vergues du navire. C'étaient des feux de Saint-Elme, un phénomène dû à l'électricité atmosphérique et qui annonce un violent orage. Heureusement, la Virginie, sur laquelle voyageait Robinson, n'avait rien à craindre, même de la plus forte tempête. C'était une galiote hollandaise, un bateau plutôt rond, avec une mâture assez basse, donc lourd et peu rapide, mais d'une stabilité extraordinaire par mauvais temps. Aussi le soir, lorsque le capitaine Van Deysel vit un coup de vent faire éclater l'une des voiles comme un ballon, il ordonna à ses hommes de replier les autres voiles et de s'enfermer avec lui à l'intérieur en attendant que ça se passe. Le seul danger qui était à craindre, c'était des récifs ou des bancs de sable, mais la carte n'indiquait rien de ce genre, et il semblait que la Virginie pouvait fuir sous la tempête pendant des centaines de kilomètres sans rien rencontrer. Aussi, le capitaine et Robinson jouaient-ils aux cartes tranquillement, pendant qu'au dehors, l'ouragan se déchaînait. On était au milieu du 8e siècle. Pas du tout, je vais y arriver. Du 18e siècle. On la refait. On était au milieu du 18e siècle, alors que beaucoup d'Européens, principalement des Anglais, allaient s'installer en Amérique pour faire fortune. Robinson avait laissé à York sa femme et ses 2 enfants pour explorer l'Amérique du Sud et voir s'il ne pourrait pas organiser des échanges commerciaux fructueux entre sa patrie et le Chili. Quelques semaines plus tôt, la Virginie avait contourné le continent américain en passant bravement le terrible Cap Horn. Maintenant, elle remontait vers Valparaiso, où Robinson voulait débarquer. « Ne croyez-vous pas que cette tempête va beaucoup retarder notre navire au Chili » demanda-t-il au capitaine en battant des cartes. Le capitaine le regarda avec un petit sourire ironique en caressant son verre de genièvre, son alcool préféré. Il avait beaucoup plus d'expérience que Robinson et se moquait souvent de son impatience de jeune homme. « Quand on entreprend un voyage comme celui que vous faites, lui dit-il, après avoir tiré une bouffée de sa pipe, on part quand on le veut, mais on arrive quand Dieu le veut. » Puis il déboucha un tonnelet de bois où il gardait son tabac, et il y glissa sa longue pipe de porcelaine. « Ainsi, expliqua-t-il, elle est à l'abri des chocs, et elle s'imprègne de l'odeur mielleuse du tabac. » Il referma son tonnelet à tabac et se laissa aller paresseusement en arrière. « Voyez-vous, dit-il, l'avantage des tempêtes, c'est qu'elles vous libèrent de tout souci. Quand les éléments déchaînés, il n'y a rien à faire. Alors, on ne fait rien, on s'en remet au destin. » À ce moment-là, le fanal suspendu à une chaîne qui éclairait la cabine accomplit un violent arc de cercle et éclata contre le plafond. Avant que l'obscurité totale se fasse, Robinson eut encore le temps de voir le capitaine plonger la tête la première par-dessus la table. Robinson se leva et se dirigea vers la porte. Un courant d'air lui apprit qu'il n'y avait plus de porte.
Ce qu'il y avait de plus terrifiant après le tangage et le roulis qui durait depuis plusieurs jours, c'était que le navire ne bougeait plus du tout. Il devait être bloqué sur un banc de sable ou sur des récifs. Dans la vague lueur de la pleine lune, balayée par des nuages, Robinson distingua sur le pont un groupe d'hommes qui s'efforçaient de mettre à l'eau un canot de sauvetage. Il se dirigeait vers eux pour les aider quand un choc formidable ébranla le navire. Aussitôt après, une vague gigantesque croula sur le pont et balaya tout ce qui s'y trouvait, les hommes comme le matériel. Robinson reprit connaissance. Il était couché, la figure dans le sable. Une vague déferla sur la grève mouillée et vint lui lécher les pieds. Il se laissa rouler sur le dos. Des mouettes noires et blanches tournoyaient dans le ciel redevenu bleu après la tempête. Robinson s'assit avec effort et ressentit une vive douleur à l'épaule gauche. La plage était jonchée de poissons morts, de coquillages brisés et d'algues noires rejetées par les flots. À l'ouest, une falaise rocheuse s'avançait dans la mer et se prolongeait par une chaîne de récifs. C'était là que se dressait la silhouette de la Virginie, avec ses mâts arrachés et ses cordages flottant dans le vent. Robinson se leva et fit quelques pas. Il n'était pas blessé, mais son épaule, contusionnée, continuait à lui faire mal. Comme le soleil commençait à brûler, il se fit une sorte de bonnet enroulant de grandes feuilles qui croisaient au bord du rivage. Puis, il ramassa une branche pour s'en faire une canne et s'enfonça dans la forêt. Les troncs des arbres abattus formaient avec les taillis des lianes qui pendaient de hautes branches. Un enchevêtrement difficile à percer et souvent Robinson devait ramper à quatre pattes pour pouvoir avancer. Il n'y avait pas un bruit et aucun animal ne se montrait. Aussi, Robinson fut-il bien étonné en apercevant, à une centaine de pas, la silhouette d'un bouc sauvage aux poils très longs qui se dressait, immobile, et qui paraissait l'observer. Lâchant sa canne trop légère, Robinson ramassa une grosse souche qui pourrait lui servir de massue. Quand il arriva à proximité du bouc, l'animal baissa la tête et grogna sourdement. Robinson crut qu'il allait foncer sur lui. Il leva sa massue et la battit de toutes ses forces contre les cornes du bouc. La bête tomba sur les genoux, puis bascula sur le flanc. Après plusieurs heures de marche laborieuse, Robinson arriva au pied d'un massif de rochers entassés en désordre. Il découvrit l'entrée d'une grotte ombragée par un cèdre géant, mais il n'y fit que quelques pas, parce qu'elle était trop profonde pour pouvoir être explorée ce jour-là. Il préféra escalader les rochers, afin d'embrasser une vaste vue étendue du regard. C'est ainsi, debout sur le sommet du plus haut rocher, qu'il constata que la mer cernait de tous côtés la terre où il se trouvait, et qu'aucune trace d'habitation n'était visible. Il était donc sur une île déserte. Il s'expliqua ainsi l'immobilité du bouc qu'il avait assommé. Les animaux sauvages qui n'ont jamais vu l'homme ne fuient pas à son approche. Au contraire, ils observent avec curiosité. Robinson était accablé de tristesse et de fatigue. En errant au pied du grand rocher, il découvrit une espèce d'ananas sauvage qu'il découpa avec son couteau de poche et qu'il mangea. Puis, il se glissa sous une pierre et s'endormit. Réveillé par les premiers rayons du soleil levant, Robinson commença à redescendre vers le rivage d'où il était parti la veille. Il sautait de rocher en rocher et de tronc en tronc, de talus en talus, de souche en souche, et il y trouvait un certain plaisir, parce qu'il se sentait frais et dispos après une bonne nuit de sommeil. En somme, sa situation était loin d'être désespérée. Certes, cette île était apparemment déserte, mais cela ne valait-il pas mieux que si elle était peuplée de cannibales ? En outre,
elle paraissait assez accueillante, avec sa belle plage au nord, des prairies très humides et sans doute marécageuses à l'est, sa grande forêt à l'ouest et en son centre un massif rocheux que perçait une grotte mystérieuse, et qui offrait un point de vue magnifique sur tout l'horizon. Il en était là de ses réflexions quand il aperçut au milieu de la piste qu'il avait suivie la veille le cadavre du bouc assommé. Déjà, une dizaine de vautours au cou déplumé et au bec crochu se disputaient la charogne. Robinson les dispersa en faisant tournoyer son bâton au-dessus de sa tête, et les gros oiseaux s'envolèrent lourdement, l'un après l'autre, en courant sur leurs pattes torses pour décoller. Puis, il chargea sur ses épaules ce qui restait du bouc, et poursuivit plus lentement sa marche vers la plage. Là, il découpa avec son couteau un quartier de viande, et le fit rôtir suspendu à 3 bâtons noués en trépied au-dessus d'un feu de bois. La flamme pétillante le réconforta davantage que la viande coriace et qui sentait le bouc. Il décida d'entretenir toujours ce feu pour économiser son briquet à silex, et pour attirer l'attention de l'équipage d'un navire qui croiserait éventuellement au large de l'île. Il est vrai que rien ne pouvait mieux alerter des matelots de passage que l'épave de la Virginie toujours plantée sur son récif. D'autant plus qu'elle pouvait donner l'espoir d'un riche butin à ceux qui s'en empareraient. Ses armes, ses outils, ses provisions que contenait la cale du navire, Robinson pensait bien qu'il faudrait qu'il se décide à les sauver avant qu'une nouvelle tempête ne les emporte. Mais il espérait toujours n'en avoir pas besoin parce que, pensait-il, un navire ne tarderait pas à venir le chercher. Aussi consacrait-il tous ses efforts à installer des signaux sur la plage et sur la falaise. À côté du feu toujours allumé sur la grève, il entassa des fagots de branchages et une quantité de varechs, grâce auxquels il provoquerait des torrents de fumée si une voile pointait à l'horizon. Ensuite, il eut l'idée d'un mât planté dans le sable, au sommet duquel était posée une perche, l'un des bouts de cette perche touché au sol. En cas d'alerte, Robinson y fixerait un fagot enflammé et il le ferait monter haut dans le ciel en tirant avec une liane sur l'autre bout de la perche. Plus tard, il trouva mieux encore. Sur la falaise se dressait un grand arbre mort, un eucalyptus, dont le tronc était creux. Il bourra le tronc de brindilles et de bûchettes qui, enflammées, transformeraient vite tout l'arbre en une immense torche visible à des kilomètres. Il se nourrissait au hasard de coquillages, de racines, de fougères, de noix de coco, de baies, d'œufs d'oiseaux et de tortues. Le 3e jour, il jeta loin de lui la carcasse du bouc qui commençait à sentir. Mais il regretta bientôt ce geste, car les vautours qui s'en régalèrent ne cessèrent plus désormais de le suivre et de l'épier dans l'attente de nouvelles aubaines. Parfois exaspéré, il les bombardait avec des pierres et des bûches. Alors les sinistres oiseaux s'écartaient paresseusement, mais c'était pour revenir aussitôt. Voilà, donc on a lu une dizaine de pages sur ce premier live. Je vais m'arrêter là juste pour aujourd'hui parce que j'ai malheureusement pas beaucoup de temps. Alors comme vous avez pu constater, voilà, le livre est écrit, donc petit cafouillage évidemment, parce que comme d'habitude, je ne me suis pas particulièrement préparé. Je promets, hein, c'est promis, je vais y arriver. Je vais arriver à me préparer correctement dans l'avenir. Enfin voilà. Du coup, oui, la lecture de Vendredi ou la vie sauvage, ça se fait assez rapidement, assez simplement. Le texte est écrit de manière simple. J'allais dire pauvre, mais c'est pas le cas. Les mots sont simples, l'écriture est simple, les tournures de phrases sont également simples.
honnêtement, il n'y a rien de complexe dans l'écriture de Vendredi ou la vie sauvage. Même les mots, il n'y a aucun mot qui est inconnu. Il n'y a aucune tournure de phrase qui peut paraître bizarre à l'heure actuelle. Il n'y a pas de difficulté particulière en fait sur l'écriture de ce livre. Donc là on est à la page 19. Je répète encore une fois, on est à la page 19 de l'édition Portfolio Junior, édition que j'ai, donc édition que vous avez à l'écran. Si vous n'avez pas la même, et ben retenez bien la page à laquelle vous êtes pour pouvoir vous repérer à la prochaine, au prochain live, à la prochaine vidéo. Voilà, donc sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous tout simplement comme d'habitude, hein, une très bonne lecture.